Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur l'histoire de la Bretagne, préparée dans le cadre du stage 2020 de l'ASPREV, le stage virtuel dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Nous allons aujourd'hui parler de l'histoire de la Bretagne, de ses origines jusqu'à la Révolution française, pour pouvoir vous aider dans le cadre des futures visites que vous organiserez au sein des églises bretonnes. Je vais vous souhaiter une très bonne écoute et une excellente journée. Les origines de la population de la Bretagne remontent à la préhistoire. Il est intéressant de voir que les traces les plus anciennes sont souvent retrouvées en archéologie aujourd'hui dans la plupart des territoires bretons, et les traces les plus visibles, mégalithiques, sont estimées vers moins 5000 avant Jésus-Christ, dans la région de Carnac. Mais avant de parler véritablement de Bretagne, il faut parler d'Armorique, comme en témoignent nos rares sources sur la région pour la période pré-romaine. À l'époque gauloise, nous utiliserons ce terme par simplicité, on peut parler de plusieurs peuples dans le territoire. Ce sont les Osmises, correspondant au Finistère et une partie des Côtes d'Armor, les Vénètes, correspondant en grande partie au Morbihan, les Corsiolites, occupant le reste des Côtes d'Armor et une partie de la Loire-Atlantique et de l'île-et-Vilaine, les Riodonès, sur l'île-et-Vilaine, et enfin les Namnettes, sur le nord de la Loire-Atlantique. Nous pourrions rajouter à ces peuples les Pictons, qui occupaient le sud de la Loire-Atlantique et la Vendée. La conquête romaine a eu lieu vers moins 57 avant notre ère, malgré la résistance des Vénètes. L'Armorique rejoint alors le territoire de la Lyonnaise, l'une des trois régions de la Gaule romaine. De nombreuses cités sont fondées et équipées de nombreux bâtiments nécessaires pour le peuple, comme les basiliques, c'est-à-dire des lieux de justice, des temples ou des forums. Quand on regarde plus en détail les territoires, nous remarquons que certains territoires ressemblent déjà à trois des futurs évêchés de Bretagne. Pour être précis, celui de Rennes, de Nantes et de Vannes. Ce sont d'ailleurs les cités romaines qui vont prendre de l'importance après la fin de l'Empire romain. Avec la chute de l'Empire romain, l'Armorique n'est plus rattachée à une province administrative, mais ne connaît que des incursions barbares. Aucun peuple barbare ne semble vraiment s'y installer. Progressivement, le terme armorique va disparaître pour laisser place au terme de Bretagne. Il était intéressant de voir que les premiers temps de la Bretagne se confondent alors avec la légende. Les premières mentions d'un roi historique de la Bretagne, originaire de l'époque de l'Empire romain, remontent au IXe siècle. Ces histoires ne sont donc pas d'époque, d'où une extrême prudence quand on manipule historiquement ces légendes. Conan Mériadec, breton soutien de l'empereur romain Maxime, 383-384, aurait libéré la Bretagne de barbares à l'aide de soldats venant de l'actuel Royaume-Uni au détriment des habitants d'Armorique. Le roi légendaire aurait donc assuré à ses nombreux des terres sur les territoires de la Bretagne en échange de leur soutien. Cette fondation légendaire du royaume de la Bretagne a eu une influence et une importance toute particulière, et bon nombre de familles bretonnes au XVe siècle, comme les Rohan par exemple, faisaient remonter leurs origines à ces temps immémoriaux. Il faut comprendre que cette légende s'appuie sur une réalité historique. Dès le IIIe siècle, l'arrivée de peuples de Grande-Bretagne est encouragée par les autorités romaines, créant de ce fait un métissage entre les peuples d'Armorique et les peuples venus de l'actuelle Angleterre, Pays de Galles et Irlande. Cette immigration se poursuit au VIe siècle à l'arrivée des peuples anglo-saxons qui vont pousser à l'exil de nombreux peuples bretons de Grande-Bretagne, pour certains qui étaient romanisés depuis les invasions de l'empereur Claude. C'est ainsi que progressivement, donc, ces peuples se métissent avec les peuples originaires d'Armorique. C'est dans ce contexte de migration que va arriver la question de la christianisation de la Bretagne. D'abord, il y a la voie gallo-romaine. Ce fut les régions nantaises et rennaises qui furent les premières à connaître l'évangélisation. Les premiers, et rares martyrs, en Bretagne sont Saint Donatien et Saint Rogatien, martyrisés à Nantes au IIIe siècle. Tandis que le premier évêque de Nantes, lui, sera Saint Clair, dont on a malheureusement très peu de renseignements. Pour la région rennaise, la situation est plus complexe. Avant le 5e siècle, nous disposons de très peu de traces attestant la présence du christianisme. Néanmoins, un rare document atteste la présence d'un évêque dès le 1er siècle après Jésus-Christ, bien que sa fiabilité peut être discutée. Et finalement, le premier saint évêque de Rennes, Melaine, futur conseiller de Clovis, est bien connu dans la zone d'influence de Rennes. Ces deux saints, bien que fondateurs de 2 des 9 évêchés bretons, ne font néanmoins pas partie du Trobriez, le pèlerinage en l'honneur des saints fondateurs des évêchés bretons. Contrairement au 3e évêché d'origine gallo-romaine, Vannes. Fondé par saint Paterne, ce dernier est d'origine gallo-romaine d'une famille noble, et contrairement à beaucoup de ses confrères, ce n'est pas qu'il a émigré du Pays de Galles, mais il a émigré de Bretagne vers le Pays de Galles pour y recevoir une éducation religieuse avant de rentrer dans la Bretagne continentale.
Il aurait eu son siège épiscopal suite à un concile organisé à Vannes entre 1561 et 1591. Les 6 autres saints sont issus de l'immigration galloise qui touche la péninsule à cette période. Saint Samson fonde l'évêché de Dole, Saint Tugdual celui de Tréguier, Saint Corentin celui de Quimper, Saint Paul Aurélien a fondé celui de Saint-Paul de Léon, et enfin Saint Brieuc et Saint Mélo dans leurs évêchés éponymes. Leurs arrivées est souvent miraculeuses à bord de vaisseaux de pierre et ils combattent bien souvent des formes du paganisme, sous la forme de bêtes et de dragons, avant d'effectuer miracles et de recevoir des terres par les rois ou voire par les peuples bretons eux-mêmes, leur permettant de fonder leur diocèse. Il est intéressant de voir que les évêchés bretons sont souvent issus d'anciens monastères. Politiquement, la question des relations avec les Francs qui peuplent les territoires voisins est importante. Alors que les royaumes francs se déchirent après la mort de Clovis et puis de son fils, la Bretagne, elle, est divisée en plusieurs royaumes bretons, comme la Doménée ou la Cornouaille. Ces royaumes bretons sont d'ailleurs tous considérés par les Francs comme des vassaux qui devraient obéir à leurs ordres. Cette relation de vassalité non acceptée par les Bretons ne pourra conduire qu'à plusieurs guerres, qui faute de sources sont difficiles à mettre en lumière. Les choses deviennent plus claires quand on arrive dans les années 750, les Mérovingiens ayant été déposés par les Carolingiens. Pour mieux contenir les Bretons, les Francs créent ce qu'on appelle les marches de Bretagne, c'est-à-dire 3 comtés tampons, Vannes, Nantes et Rennes, pour empêcher les incursions bretonnes hors de leur territoire. L'un des plus célèbres dirigeants de ces marches sera nul autre que Roland, le paladin de Charlemagne. Les Carolingiens envoient aussi régulièrement des armées pour s'assurer de la sommation des Bretons, ce qui sera chose faite en 799. Cependant, Charlemagne, puis son fils Louis le Pieux, devront régulièrement envoyer des hommes pour empêcher les révoltes et rébellions qui sont monnaie courante. Il faut comprendre qu'en pas moins de 75 ans, 7 expéditions militaires d'envergure sont envoyées pour soumettre les Bretons. Ainsi, la question du premier roi breton peut nous amener à débattre pendant des heures. On va se contenter de prendre le plus important et le plus populaire, Nominoé. Alors, Nominoé, il faut comprendre qu'à la base, il ne fut pas roi, mais c'est un envoyé de Louis le Pieux. Pour tenter de pacifier la région, l'empereur décide de nommer un noble local, Nominoé, comme comte de Vannes et envoyé impérial en Bretagne, chargé de faire obéir la loi franque à ces régions. Ainsi, pourtant considéré par l'historiographie bretonne comme un roi, il n'est à l'origine bien qu'un envoyé de l'empereur et il fait signer tous ses actes de sa signature, certes, mais aussi de celle de Louis le Pieux. 2 événements vont grandement changer la situation. La mort de Louis le Pieux et sa succession par Charles le Chauve, mais surtout la prise de Nantes en 843, quand en pleine fête de Saint-Jean-Baptiste, les Vikings attaquent la ville de Nantes, tuent l'évêque Gonard de Nantes et massacrent une partie de sa population avant de piller la ville. Ces événements poussent Nominoé à clairement se positionner contre Charles le Chauve et chercher une plus grande autonomie à la Bretagne. Il va mourir cependant subitement et ce sera son fils Erispoé qui arrivera à vaincre définitivement les Francs en 851 à la bataille de Jengland, en Loire-Atlantique. Un traité est signé avec ces derniers à Angers et extrêmement avantageux pour les vainqueurs. La Bretagne est documentée du pays de Rennes et du pays de Nantes, et ainsi possède plus ou moins ce qui sera ses frontières définitives. En échange de cela, le roi néanmoins accepte d'être vassal des Francs. Erispoé ne connaîtra guère de fin joyeuse, assassiné par son collaborateur Salomon. Cela n'empêchera pas Salomon d'être un leader respecté et souvent considéré comme celui qui a apporté l'âge d'or du royaume de la Bretagne. C'est le dernier souverain à apporter une augmentation de territoire, annexant par traité une partie de la Normandie qui sera donc très vite perdue. Cette annexion normande aura cependant une influence culturelle. Depuis la fondation du royaume, les centres culturels d'importance comme l'abbaye de Redon vont se situer progressivement à l'est du royaume, provoquant un déplacement de son centre de gravité et une plus grande influence romane et carolingienne. La menace viking n'est cependant pas encore finie et de nombreuses expéditions vikings vont ravager encore le territoire breton, ce que les rois avaient cherché à repousser. En même temps est créé un embryon d'infrastructure, la création d'impôts, la naissance de signes distinctifs pour bien montrer que Salomon était roi, etc. Finalement, le règne de Salomon finit comme celui d'Erispoé et il se fait assassiner pour le pouvoir, qui devient alors très instable tandis que les incursions vikings sont de plus en plus fréquentes sur le territoire, ravageant plusieurs grandes abbayes comme Landévennec dans les années 910 par exemple. Ce n'est qu'en 936 qu'Alain Barthotort
arrive à imposer de nouveau un pouvoir sur la Bretagne. À partir de ce souverain, bientôt succédé par les comtes de Vannes, plus aucun souverain n'utilisera dans les archives le terme de roi, mais indifféremment celui de comte, duc ou prince des Bretons. Il faut bien imaginer que la féodalité aura un point non négligeable. Les premiers ducs de Bretagne, au XIe siècle, ne possèdent que le comté de Rennes, par exemple, tandis que des régions comme le Port-Roët, lui, est dominé par une famille noble, les Rohan. Nous sommes dans un cas similaire au royaume de France, où le pouvoir est lui aussi morcelé, avec en France, comme en Bretagne, des micro-États au sein de l'État. Si la succession est relativement calme au début, avec l'arrivée de Conan III, celui-ci meurt en 1148 et son fils peu après. Conan IV, son petit-fils, est mineur la régence et revient donc au beau-père de Conan IV, Eudon de Port-Roët, l'un des plus grands seigneurs bretons. Cependant, lorsque Conan IV devient majeur, Eudon garde le pouvoir. Conan IV va alors se réfugier en Angleterre, où il reçoit en hommage les terres de Richmond, une terre riche de plus de 700 km². Cependant, ce cadeau se révèle vite être un cadeau empoisonné de la part du roi d'Angleterre Henri II. Il faut comprendre qu'Henri II à cette époque est roi d'Angleterre, mais aussi duc de Normandie, comte du Maine, comte d'Anjou, duc d'Aquitaine, depuis son mariage avec la reine Aliénor. En acceptant le cadeau puis l'aide du roi d'Angleterre pour devenir souverain, Conan IV doit alors obéir au roi d'Angleterre, et ainsi est acté le mariage de sa fille Constance avec le fils du roi d'Angleterre Geoffroy. Même le roi VII ne peut alors qu'accepter la domination anglaise sur la Bretagne. Cependant, rien ne se passe comme prévu pour le roi d'Angleterre. Blessé lors d'un tournoi, Geoffroy meurt laissant le titre de duc à son fils Arthur, âgé de quelques jours à peine. Henri II meurt lui-même à son tour peu après, et l'Angleterre est alors en proie à la célèbre guerre civile entre Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre. Le jeune duc Arthur sera d'ailleurs capturé par Jean sans Terre et mourra dans d'obscures circonstances en 1203. Les échecs de Jean sans Terre signeront la fin de l'influence anglaise pour un moment sur le duché. L'influence va redevenir française. Philippe Auguste choisit en 1213 un Français pour diriger le duché, Pierre de Dreux, bientôt nommé Pierre Mauclerc de par ses démêlés avec le clergé, qui lègue son duché pour partir aux croisades en 1236 à son fils Jean Ier. La stabilité politique retrouvée, le duché va pouvoir s'assainir. De nouveau, le territoire ducal s'agrandit. De nombreux seigneurs, d'ailleurs ruinés, sont obligés de vendre leurs terres au duc pour retrouver une stabilité financière. Ce qui permet au duc d'investir. Ainsi, il dépense beaucoup pour acheter des terres, mais accroît ses revenus de par des taxes et des impôts. La gestion financière est stable, le trésor ducal à la mort de Jean Ier et l'arrivée au pouvoir de son fils Jean II est énorme. De même, l'administration ducale s'améliore avec la naissance de sénéchaux qui représentaient le duc au sein des régions bretonnes. Cependant, l'influence bretonne est très forte, l'influence française est très forte. Faute d'université, les Bretons apprennent le droit et la théologie bien souvent hors d'Armorique, apprenant donc de fait un droit français. En 1297, quasi naturellement, la Bretagne est nommée duché Berry. Le duc de Bretagne devient pair de France. Cela fait de lui une personne très importante au sein de la cour royale, mais le vassalise encore plus. Cette période est donc une période de prospérité, permettant la production de foires commerciales à Châteaubriand, Lamballe, Vitré, mais aussi de grandes productions architecturales, aussi bien castrales qu'ecclésiales. Les nouveaux ordres religieux, comme les dominicains ou les franciscains, vont s'installer en Bretagne, et l'architecture suit. Mais vous commencez à comprendre, dès que ça commence à être prospère, ça ne se maintient pas. Le duc Jean III, grand francophile, arrange toujours le roi de France jusqu'à la mort de Philippe le Bel. Quand Philippe le Bel meurt, commence le souci dynastique justement de la guerre de 100 ans. Deux prétendants se disputent le trône de France. Philippe de Valois, neveu de Philippe le Bel, et Édouard III d'Angleterre, petit-fils de Philippe le Bel. Pour éviter que le souverain anglais devienne souverain de France, les nobles français décident d'interpréter la loi salique et expliquer que la couronne ne peut pas se transmettre par les femmes, celles-ci n'ayant pas le droit de régner. Édouard III n'est pas de cette oreille, il s'estime dans son bon droit, il décide donc de récupérer son royaume. Le duc Jean III est embêté, je vous rappelle, il est face à une double suzeraineté, il est vassal du roi de France, mais rappelez-vous, depuis qu'il a accepté les terres de Richmond, il est aussi vassal du roi d'Angleterre. Et il finit donc par s'aligner sur les devoirs de pair de France, et participer aux campagnes de Flandre de 1339-1340. Sauf que voilà, il décède avant son retour en Bretagne en 1341. Et là, souci similaire, malgré 3 mariages successifs, eh bien Jean III n'a pas d'héritier. Il y a alors 2 candidats possibles. Jean III
avait un demi-frère, Jean de Montfort, fils d'Arthur II de Bretagne, le père de Jean III, et de sa seconde femme, Yolande de Dreux. Mais Jean III a aussi une nièce, Jeanne de Penthièvre, fille de Guy, son frère. Celle-ci était mariée à Charles de Blois, neveu du roi Philippe de Valois et comte de Châtillon. La plus simple application du droit ferait normalement de Jeanne de Penthièvre la nouvelle duchesse de Bretagne, vu qu'elle est la nièce du duc. Cependant, elle est une femme. Ainsi, Jean de Montfort semble devenir l'héritier parfait. Souci, la Bretagne n'applique pas officiellement la loi salique, excluant les femmes de l'héritage. Donc rien n'empêche Jeanne de Penthièvre de devenir duchesse, si ce n'est le fait que l'ascension du duché en duché Péry en 1297 oblige la Bretagne à s'accorder dans les droits de succession au fief dominant, c'est-à-dire la France, qui applique la loi salique et qui est obligé d'appliquer la loi salique. Sinon, légitimement, Philippe de Valois ne peut pas être roi. Ça amène le souci suivant. La France est en guerre avec l'Angleterre et Jean de Montfort est un soutien de l'Angleterre et donc un danger. La France va alors hypocritement fermer les yeux sur les obligations de se conformer à la loi salique et soutenir Charles de Blois. Jean III a toujours été un soutien français, donc Philippe VI voit en son neveu le successeur idéal pour maintenir le Bretagne dans le giron de la France. A l'inverse, le roi d'Angleterre a tout intérêt à soutenir son rival. Alors, on a longtemps caricaturé le soutien envers le Blois ou le Montfort à une simple division Bretagne-Gallo, Bretagne bretonnante. La Bretagne-Gallo soutenant le Blois, la Bretagne bretonnante soutenant le Montfort. Et il est vrai qu'on voit des tendances. L'est de la Bretagne-Gallo, dépendant des échanges commerciaux avec la France, a plus aisément soutenu Charles de Blois, tandis que les zones maritimes, au nord et au sud de la Bretagne, jusqu'à Guérande, étaient plutôt dépendantes d'un commerce maritime avec l'Angleterre. Mais dans les faits, les alliances changent successivement et le poids des villes en fait ne joue que très peu. Ce sont surtout des liens vassaliques qui eurent un poids dans les allégeances, d'où le fait que des zones géographiques proches de la France furent pro Montfort et inversement. Le premier à agir dans cette guerre fut Jean de Montfort, qui prend les places fortes les unes après les autres, que cela soit Nantes, Brest, Rennes, Vannes ou Auray. La guerre est inévitable, Charles de Blois rend hommage à la France et les deux s'affronteront. La guerre dans un premier temps dure 2 ans où les Montfort et les Blois prennent successivement des villes, soutenues par des expéditions anglaises et françaises. Certaines villes changent plusieurs fois d'allégeance d'ailleurs, comme Rennes ou Guérande. Une première trêve est signée en 1343, mais vole en éclats dès 1345. Où d'ailleurs Jean de Montfort va succomber à une blessure après une bataille à Quimper la même année. Son fils, aussi nommé Jean, donc Jean de Montfort, sera éduqué en Angleterre. Et Charles le Blois ne fait guère mieux. Lors de la bataille de la Roche-des-Riens, il se fait emprisonner et donc va être emprisonné en Angleterre pendant 9 ans. La suite du conflit va être dirigée alors par les épouses des 2 anciens combattants et voit s'alterner des phases de conflit et de trêve. Et pour la Bretagne, c'est une période terrible de pillage, d'escarmouches et de destruction. Il faut bien comprendre que bien souvent, le fait que les leaders soient emprisonnés, soit morts, font que les mercenaires, très utilisés, ne sont plus payés. Et donc, bien souvent, pour se payer, décident de passer par un système de razzia et de pillage. Heureusement, en 1356, Charles de Blois est libéré grâce à une forte rançon obtenue grâce à un impôt exceptionnel prélevé sur les terres de sa femme, les Penthièvres. Plusieurs compromis alors sont envisagés, dont un envisageant de briser la Bretagne en deux, offrant les évêchés du sud de la Bretagne à Jean de Montfort et celui de nord à Charles de Blois. Ces tentatives sont bloquées par Jeanne de Penthièvre, ne voulant pas laisser des capitales bretonnes aussi importantes que Quimper, Vannes et Nantes à son rival. La résolution pacifique étant impossible, les deux prétendants au trône se retrouveront à Auray le 29 septembre 1364. La bataille qui va en suivre, qui après avoir vu dans un premier temps le sort être favorable au Blois, va finir finalement par voir la victoire des Montfort. Charles le Blois succombe pendant la bataille. En 1365 est donc signé le traité de Guérande entre Charles V le Sage, le roi de France, et le nouveau duc de Bretagne Jean IV. Celui-ci règle le souci définitivement de la succession, sans toutefois détruire les prétentions des Penthièvres. En effet, le duché respectera maintenant la loi salique. L'héritier mâle des Montfort héritera de la Bretagne. Mais dans le cas où aucun héritier mâle ne serait encore en vie chez les Montfort, alors l'héritage arrivera aux Penthièvres. Un poids très important mais souvent négligé dans cette guerre fut l'importance religieuse, arme surtout employée par Charles de Blois, et à partir de son emprisonnement en Angleterre.
En effet, il multiplie les actes de pénitence, il se flagelle, etc. Lors de son retour en Bretagne, il arrive alors à Tréguier, et une fois dans la cathédrale, met grandement en avant le personnage de Saint-Yves, qui a été canonisé depuis peu. Cette mise en avant de Saint-Yves aura un poids très important dans la religion en Bretagne. La suite de la guerre est du même calibre. Il vit comme un moine, n'hésite pas à se faire pénitence. Selon les chroniqueurs même, il dort sur des paillasses, retire son chapeau devant chaque croix et récite une prière, etc. Il fait un grand pèlerinage en 1362-1363 dans toute la Bretagne, réalise le Trobriez, aide la construction ou reconstruction d'églises comme la cathédrale de Rennes, qui est financée en partie par le duc, mais aussi l'église de Dinan, de Lamballe ou de Guingamp. Jean IV ne connaît pas un début de règne facile. Après un hommage simple à la France, il tente de signer des accords secrets avec l'Angleterre qui seront vite révélés. Bertrand du Guesclin est envoyé par la France et rallie un bon nombre de Bretons sous sa bannière, ce qui contraint le duc à l'exil en Angleterre entre 1363 et 1379. La Bretagne passe sous contrôle français, et globalement jusqu'à la mort de Charles V en 1380, malgré le retour du duc dès 1379. Les relations entre Charles VI et Jean IV sont un peu plus stables, ce qui va permettre de stabiliser politiquement son duché. Il va d'ailleurs créer l'ordre de l'Hermine, en récompensant ainsi ses partisans. Et chose très rare, l'ordre de l'Hermine était ouvert aux femmes. Il renforce aussi les finances de l'État, il agrandit encore le domaine ducal, il stabilise la dynastie qui va s'installer pour un siècle, posant les jalons d'un siècle d'or breton. La Bretagne est alors riche, elle exporte des céréales, possède une grande production de textiles, un commerce immense de sel, et sa flotte est immense, extrêmement importante, totalement remaniée, et permet un commerce très important dans toute l'Europe. Ce commerce est favorisé par le fait que la Bretagne est en paix. Durant la suite de la guerre de 100 ans, dans un premier temps, Jean V décide d'avoir un rôle le plus minimal possible. Son apport se limite au strict minimum imposé par le suzerain. Pour beaucoup, la personnalité de Jean V, très pacifique, a un rôle non négligeable. D'autres parlent d'un point plus important de camp au sein de l'entourage ducal. Un camp gallo d'un côté, des marches de Bretagne incitant à une intervention du côté de la France pour garder un statu quo, et un co-partisan de l'entente avec l'Angleterre, espérant briser les liens de vassalité avec la France. En fait, c'est donc ainsi un équilibre entre ces deux camps très important. Mais finalement, la non-intervention peut aussi s'expliquer tout simplement par la très faible armée bretonne, moins de 2000 hommes sous Jean V. Lever une armée est cher et Jean V préfère alors garder une prudente neutralité. Les choses vont changer en 1442. Jean V meurt et donc on trouve aujourd'hui son gisant à la cathédrale de Tréguier. Bientôt suivi d'ailleurs du conseiller anglophile Jean de Malestroit. Il est donc remplacé par le duc François Ier, qui va beaucoup plus s'activer dans le conflit. Mais ce qui va vraiment faire pencher la balance, c'est la prise de Fougères par surprise en 1449 par un mercenaire d'Aragon, François de Suresnes, qui travaillait pour le roi d'Angleterre Henri VI. Les troupes bretonnes envahissent alors la Normandie. L'un des enjeux du duc est de protéger aussi bien ses ports que les pays de marche des menaces d'assaut, en s'alliant ainsi au roi de France. La piraterie est aussi un moyen rentable et très apprécié. Le tout invite alors à des réparations d'enceintes, de châteaux, mais aussi la fortification d'églises, comme celle de Saint-Brieuc par exemple. La paix qui va suivre permet alors de développer l'économie. Tout d'abord en améliorant les infrastructures. Les ports se développent, tout comme les ponts, que cela soit sur la Loire ou la Vilaine. Les quais sont aussi réalisés dans de nombreuses villes qui n'en possédaient pas, comme Lannion, Quimperlé ou Landerneau, entre autres. Les villes qui en déposaient déjà, Quimper, Tréguier, Vannes, sont alors améliorées. De nombreuses foires s'ouvrent, et celles-ci sont très importantes. Morlaix, par exemple, reçoit de nombreux marchands étrangers, français, voire même des Flandres. Le pays peut compter sur des exportations fortes. Le sel continue d'être l'une des marchandises les plus rentables du duché, mais le vin nantais ou les céréales commencent à s'exporter de plus en plus, surtout dans le contexte de disette que la guerre de 100 ans amène sur le reste de la France. On expédie aussi de la viande, mais des produits de la mer, du poisson frais, mais aussi fumé ou salé pour de meilleures conservations. La Cornouaille et le Léon produisent énormément de sardines, de merlus, de maquereaux, tandis que la région de Vannes ramène plutôt des rouquets ou de l'anguille. L'une des forces de l'industrie bretonne, cela sera son textile. Que cela soit de laine, de chanvre ou de lin, la fin du Moyen-Âge voit l'augmentation de la demande de ces produits manufacturés. Que cela soit des voiles de navires, de sacs.
Les côtes nord et sud de la Bretagne importent énormément de laine, surtout d'Espagne, et les toiles bretonnes sont considérées comme d'excellente qualité. Après les destructions de la guerre de succession de Bretagne, l'architecture civile et religieuse doit alors se refaire. Le duc de Bretagne alors finance énormément les projets pour des raisons politiques. Si les ducs restent les principaux mécènes, surtout des cathédrales de Nantes, 1431, Saint-Paul, 1434, ou Saint-Pierre de Vannes, 1454, entre autres, les notables agissent aussi comme à Saint-Léonard de Fougères ou Saint-Germain de Rennes. L'architecture est assez riche d'origine. Si la cathédrale de Nantes a deux Français en maître d'œuvre, Guy de Damartin et Mathurin Rodier, Saint-Paul de Léon est réalisée, elle, par un maître d'œuvre anglais, tandis que ce sont des locaux comme Le Gouarquet qui travaillent à Locronan ou Quimper. Cependant, tout n'est pas rose. Depuis plusieurs années, les relations entre la noblesse et le duc sont assez mauvaises. Quelques révoltes nobles se font écraser par le duc, mais le mal est fait. La noblesse n'a plus confiance en le pouvoir. Ce sentiment ne fait que croître quand, en janvier 1487, Louis d'Orléans arrive en Bretagne avec plusieurs de ses alliés et rejoint toute une cabale réalisée au sein de la cour ducale contre Charles VIII, le roi de France. Le roi de France invoque alors une révolte des princes et la nécessité de les poursuivre, on suppose, jusqu'en Bretagne. La guerre semble inévitable, d'où le traité signé par plusieurs grands nobles bretons, comme la dame de Chateaubriand ou bien le maréchal de Rieux. Le but est de chercher à minimiser les conséquences d'une invasion française en posant des conditions et surtout à s'assurer de garder leur position une fois la guerre terminée. La guerre est vue comme inévitable, donc les nobles estiment qu'il vaut mieux déjà négocier. Quitte à ce que ce soit le roi de France qui fasse la guerre à la Bretagne, autant sécuriser ses arrières. Cependant, quand la guerre éclate, finalement les conditions ne sont pas respectées. L'armée française est bien plus nombreuse que prévu et n'a aucune difficulté à entrer au sein du duché, comme les trois forteresses du sud des Marches de Bretagne sont aux mains des conjurés, c'est-à-dire Clisson, Ancenis et Chateaubriand. Ainsi, les troupes françaises entrent sans difficulté dans le territoire breton. Ploermel, l'une des rares places fortes qui résistent, est prise et pillée. Nantes subit un dangereux siège. Alors que la dame de Dinan est sous étroite surveillance du duc à Nantes, le maréchal de Rieux est amer, les conditions du traité ne sont pas respectées. Il se plaint plusieurs fois à Anne de Beaujeu, qui répond que le roi gouverne seul, sans les dictats bretons. C'en est trop pour le baron d'Ancenis, retournant sa veste à nouveau et ralliant le duc. Le duc pardonne ce dernier et lui rend tous ses titres, biens et dignités. Ainsi, le mois de décembre 1496, suivi du mois de janvier 1488, voit plutôt des victoires des Bretons. Bientôt, les Français sont chassés de Bretagne et ne possèdent alors plus que 5 places fortes. Dole, Clisson, Saint-Aubat-du-Cormier, Laguerche et Vitry. La guerre reprend en avril 1488 et les villes frontalières sont écrasées, évitant soigneusement les places fortes trop bien fortifiées comme à Nantes. Au contraire, Chateaubriand, Dinan ou Fougères tombent les unes après les autres. Après avoir appris le siège de Fougères, le 24 juillet, le duc François II ordonne la levée de l'armée pour tenter de sauver la situation catastrophique. Ce n'est que 2 jours plus tard qu'il apprend que la ville est déjà tombée. Il décide alors de reprendre la ville de Saint-Aubin-du-Cormier, toujours aux mains des Français, et y attendre l'armée française. La bataille aura lieu le 28 juillet 1488. C'est une catastrophe, l'armée bretonne est massacrée. On estime que sur les 11 000 hommes du duc, plus de 6 000 trouvent la mort, dont des grands noms du royaume comme François de Rohan, fils de Jean de Drouan. D'autres sont capturés, dont le fameux Louis d'Orléans, le futur Louis XII. Le duc est alors obligé de signer le traité du Verger, un mois plus tard. Le traité du Verger impose alors au duc de Bretagne d'accepter que la Bretagne n'engagera plus de mercenaires, ce qui limitera grandement les capacités pour son armée. Aussi, et surtout, le duc de Bretagne s'engage à ne plus marier sa fille sans l'accord du roi de France. Après quelques tentatives d'échapper au traité, finalement, Anne de Bretagne se marie avec le roi de France Charles VIII. Puis, après la mort accidentelle de ce dernier, se mariera avec Louis XII, qui finalement a accédé au pouvoir. Le deuxième traité de mariage est plus avantageux pour la Bretagne. En effet, si l'aîné des enfants deviendra roi de France, il est bien mentionné que si un cadet naît, c'est lui qui héritera du duché de Bretagne. Néanmoins, malheureusement, Anne de Bretagne voit ses enfants mourir en bas âge les uns après les autres, et seule une jeune fille, Claude, survivra à sa mère quand celle-ci succombe en 1514. Elle épousera la même année l'héritier au trône, François d'Angoulême, futur François Ier, et lui lègue la Bretagne. En 1532, les États de Bretagne signent à Vannes l'union perpétuelle des 10 pays et duchés de Bretagne.
Et en 1536, François Ier signe un édit qui garantit les privilèges de la province. Le dauphin, François, puis Henri II, seront les derniers hommes à porter le titre de duc de Bretagne qui va alors disparaître. Cependant, pour les Bretons et surtout pour les élites, l'objectif est accompli. Le Parlement de Bretagne, qui est installé à Rennes, pour des raisons logistiques, plus de logements accessibles, vérifie et valide les édits, décrets et lois du royaume, et sont en charge des impôts ordinaires. Dans cette histoire, tout le monde est satisfait. Le roi de France est garanti de ses rentrées d'argent régulières, sans avoir à gérer la logistique du prélèvement sur la province. Les élites seigneuriales aussi, par un moyen de grimper la hiérarchie sociale plus aisément, et augmenter les impôts locaux. Le XVIe puis XVIIe siècle sont des périodes de prospérité pour la Bretagne, en grande partie grâce à son éloignement des centres politiques. Loin des guerres d'Italie et des affrontements franco-espagnols, même la guerre de religion, dans un premier temps, n'a que peu d'impact sur la Bretagne, car la réforme n'a touché que très peu la Bretagne, surtout des grandes familles en fait, les Rohan et les Rieux par exemple. Et ainsi, elle ne s'installe pas durablement dans les terres. Seule la décennie 1590 verra des affrontements qui vont meurtrir la Bretagne et qui vont imposer surtout au roi Henri IV d'intervenir pour destituer le duc de Mercœur, gouverneur de Bretagne et membre de la Ligue catholique. C'est d'ailleurs pour cela que l'édit de Nantes est signé dans cette ville. La Bretagne est la dernière région à résister au pouvoir royal. La Bretagne est donc une région assez riche, avec un commerce maritime important, ce qui va inspirer les explorateurs. Nous citerons pour la mémoire l'expédition de Ville-Gagnon, ville amirale de Bretagne, qui va tenter une colonie française au Brésil sous le nom de France Antarctique, qui va grandement mourir sous les assauts des Portugais et les propres contradictions internes de la colonie. En fait, c'est surtout le nom de Jacques Cartier qui va de suite se remémorer. Il explore le Canada vers 1530-1540, et c'est d'ailleurs ces expéditions qui vont permettre à un modeste port comme le port de Saint-Malo de devenir l'un des plus importants ports de France au XVIIe siècle. Du côté du commerce, les toiles de lin et chanvre bretonnes continuent de s'exporter, tout comme les produits agroalimentaires. Le Nantais produit du vin, les terres de Poëret exportent des chevaux et du beurre, qui est d'ailleurs salé en fait pour des raisons de conservation et des raisons du fait que la Bretagne n'a pas d'impôt sur le sel. Donc ainsi, on peut saler le beurre, ce n'est pas un problème économiquement. Le terre finistériroise, elle, se couvre de pommiers et continue une production très importante de poissons. Une telle prospérité économique alors amène une grande production dans l'architecture monumentale. Les fidèles n'hésitent pas à se regrouper en fabriques qui financent bien souvent une bonne partie de l'église, clocher et porche, et rivalisent entre bourgs pour le clocher le plus beau et ou le plus beau. Ainsi, pour le XVIe et XVIIe siècle, l'une des plus grandes paroisses de Bretagne, l'une des plus riches surtout, c'est Saint-Égonec. Donc, en toute logique, un enclos paroissial monumental est alors construit justement pour montrer la bonne santé économique de la Bretagne. Ce qui invite d'autres enclos paroissiaux à pulluler, souvent justement en réponse à d'autres enclos paroissiaux. Une manière de montrer sa richesse justement. Que cela soit en Haute ou Basse-Bretagne, de nombreuses chapelles vont parsemer le territoire. Chapelles dont la splendeur et la taille vont parfois rivaliser avec les églises de bourg. Et c'est donc vraiment un renouveau de la religion dans la Bretagne. De nombreux missionnaires voyagent en Bretagne pour diffuser la contre-réforme. Ce sont les jésuites par exemple. Et ils diffusent la bonne parole de la même manière que les prêtres justement font en Amérique. C'est assez amusant de voir qu'à Rome, on apprend le breton de la même manière que les langues amérindiennes. Pour lutter contre certains pardons bretons, des pèlerinages locaux annuels, dont le clergé critique parfois certaines festivités, dont des beuveries et des jeux danses considérés comme païennes, de très grands pèlerinages vont être mis en avant, reprenant la forme du pardon. C'est le cas par exemple du pardon d'Auray à partir de 1625, pardon qui va vite devenir l'un des plus importants de sa région. Malheureusement, la situation va se décliner à la fin du XVIIIe siècle. Colbert, dans un rapport critique, les nobles qui, eux, voient l'affaiblissement du commerce suite aux nombreuses guerres de Louis XIV, qui ont été un coup très dur au commerce breton. Colbert ignore, volontairement, la situation sur le long terme, et les déséquilibres entre un littoral qui se voit de plus en plus riche, avec des ports qui profitent allègrement du commerce triangulaire, comme Nantes, ou de la Compagnie des Indes, comme l'Orient, et la campagne qui, elle, voit sa croissance stagner.
Et le feu aux poudres finalement explose en 1675, quand successivement l'État décide de taxer le papier timbré, servant pour l'enregistrement des actes officiels, le tabac et surtout la vaisselle d'étain. De nombreuses révoltes éclatent dans la Provence, mais la situation est vite maîtrisée par l'État, qui n'hésite pas d'ailleurs à faire répression violente. La Bretagne se dote, pour éviter que de tels soulèvements recommencent, d'un attendant en 1689. Pour l'anecdote, la Bretagne est l'une des dernières régions de France à s'en doter un. La Normandie, voisine, en avait déjà un depuis 50 ans au moment où la Bretagne s'en dote d'un. Ainsi, le XVIIIe siècle est une période contrastée en Bretagne. D'un côté, grâce au commerce triangulaire et au commerce avec l'Extrême-Orient, le littoral n'a jamais été aussi riche en Bretagne. Mais l'intérieur des terres, elle, la situation est beaucoup plus complexe, avec une pauvreté qui devient de plus en plus importante. La Bretagne passe de 2 millions d'habitants à 2 200 000 pendant ce siècle, soit une augmentation nettement inférieure du reste de la France. Les prix flambent, les récoltes s'enchaînent, et à la fin du XVIIIe siècle, ainsi se provoquent des famines, chose que la Bretagne n'avait pas connue depuis la fin de la guerre franco-bretonne. Suite à la Révolution française, la Bretagne va connaître de nombreuses évolutions jusqu'à aujourd'hui. Nous quittons quelque peu la cadre de la Sprève, dont nos églises datent surtout des périodes antérieures à la fin du XVIIIe siècle. Vous trouverez ici toute la bibliographie que j'ai utilisée pour la réalisation de cette vidéo. J'espère que cette vidéo a été claire pour vous et qu'elle va vous permettre de bien vous aider dans le cadre de ce mois de stage de la Sprève. J'espère beaucoup qu'elle vous a plu et surtout j'espère vous voir nombreux dans les différentes églises de Bretagne pour cette saison un peu spéciale qui est la saison 2020 et pour les saisons suivantes que seront les saisons 2021 et prochaines. Merci beaucoup pour votre attention et je vais vous souhaiter surtout une excellente journée. Portez-vous bien!